La mort des différents dirigeants nazis, dont les destins variaient selon les cas, a laissé derrière elle une traînée de mystères et de controverses qui perdurent jusqu'à nos jours. Du suicide d'Adolf Hitler dans son bunker à Berlin, à l'assassinat ou à l'exécution d'autres hauts responsables, comme Reinhard Heydrich, chaque décès est entouré d'intrigues et de théories qui défient l'imagination. La fin de chacun d'entre eux n'a pas seulement marqué la conclusion de leur vie. Non, ce fut le début d'une série d'événements qui ont conduit à la recherche incessante de leurs restes et à la profanation de leurs tombes. Pour mentionner un premier cas, dans la nuit du 15 octobre 1946, Hermann Göring, l'un des hommes les plus puissants du Troisième Reich, était assis dans sa cellule à Nuremberg. Les murs humides et froids semblaient avoir absorbé le poids de l'histoire qui s'apprêtait à se conclure. Mais Göring, pensant qu'il était prêt, avait encore un dernier coup à jouer. L'horloge marquait 10h30 du soir, et dans quelques heures, il aurait été conduit à l'échafaud pour faire face à la sentence prononcée pour ses crimes. Mais il ne permettrait pas que la corde se referme autour de son cou. Il avait été condamné à la pendaison, accusé de crimes contre l'humanité et d'une liste interminable d'atrocités. Comme d'autres dignitaires nazis, il était sous surveillance constante, bien que cela ne semble pas trop important pour un homme qui avait survécu à la guerre la plus brutale que l'Europe ait connue dans son histoire. Dans son esprit, Göring était toujours un leader, le Reichsmarschall qui avait gravi les échelons les plus élevés du régime de Hitler, accumulant pouvoir et richesse pendant que le monde brûlait. Göring avait été capturé en mai 1945 par les forces américaines qui, à leur surprise, avaient trouvé en lui un prisonnier bien nourri avec un caractère dominant, très différent de ceux qui s'étaient déjà rendus. Pendant son procès, il se montra défiant, défendant ses actions avec arrogance. Bien qu'on lui ait refusé sa demande d'être exécuté par un peloton d'exécution, une mort plus honorable, selon ses propres mots, il n'a jamais cessé de chercher une issue, un moyen d'éviter l'humiliation que représentait pour lui mourir comme un simple criminel. Cette nuit-là, alors que le froid commençait à pénétrer dans la forteresse de sa cellule, Göring sourit. Il savait que son plan fonctionnerait comme il l'avait prévu depuis longtemps. D'une manière ou d'une autre, il avait obtenu un flacon de cyanure. Certains disaient qu'il l'avait obtenu d'un garde, d'autres qu'il l'avait avec lui depuis avant sa capture. La vérité est que personne ne sut avec certitude comment il avait contourné la sécurité de la prison. La capsule avait été cachée et serait utilisée au moment opportun. Son dernier pensée devait être qu'il avait gagné sa dernière bataille, celle d'éviter la corde. Il était 11h07 du soir lorsque son cœur cessa de battre. Quelques heures plus tard, les gardes trouvèrent son corps inerte. La nouvelle se répandit rapidement dans la prison et le scandale ne tarda pas à atteindre les oreilles des officiers alliés. Personne ne pouvait croire comment Göring avait échappé à la surveillance, comment il avait réussi à garder le poison aussi longtemps. Dans les heures qui suivirent, le chaos régna parmi les autorités. Son suicide entachait le procès de Nuremberg et tout l'effort qui avait été fait pour amener les dirigeants nazis devant la justice. Göring fut photographié une dernière fois avant que son corps ne soit incinéré. La crémation fut rapide et discrète. Il n'y aurait pas de tombe, pas de lieu pour que ses partisans se souviennent de lui. Ses cendres furent jetées dans la rivière Isar, un ruisseau insignifiant, loin de tout endroit où quelqu'un pourrait lui rendre hommage. Sa fin ne fut pas grandiose, il n'y eut ni marche, ni drapeau flottant en son nom. Il fut simplement poussière dans le vent, se dissipant dans l'histoire, comme tant d'autres qui tombèrent en disgrâce. Un autre exemple, bien différent de celui-ci, se trouve avec l'architecte Albert Speer. En mai 1945, Speer se trouvait à Flensburg, essayant de tracer un plan pour sauver ce qu'il pouvait de sa vie et de sa réputation. Au lieu de suivre les traces de personnages comme Goebbels ou Himmler, qui ont opté pour le suicide, il décida de se rendre. Le 15 mai, Speer fut capturé dans le château de Glücksburg par les troupes américaines. Là, dans les majestueuses salles d'une forteresse médiévale, commença une série d'interrogatoires qui durèrent plusieurs jours. Il affirmait que, dans ses derniers actes en tant que ministre, il avait choisi de sauver l'Allemagne d'une destruction totale. Selon son récit, il ne se préoccupait plus de la loyauté aveugle au Führer. Ce qui l'inquiétait était le bien-être du peuple allemand. Ce discours, plein d'ambiguïté et de doubles intentions, planta la graine de la narration qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie, celle du bon nazi.
Après l'échec du soi-disant gouvernement de Flensbourg, dirigé par Karl Dönitz, il fut transféré à Nuremberg où l'attendaient les procès qui définiraient son destin. Là, il fut condamné à 20 ans de prison, une sentence qui, pour quelqu'un de sa position, pourrait presque être considérée comme une victoire. Après sa libération en 1966, il tenta de mener une vie tranquille à Heidelberg. Il écrivit plus de livres, donna des interviews et, en apparence, semblait avoir trouvé une forme de rédemption personnelle. Speer mourut le 1er septembre 1981 à Londres, après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Son corps fut incinéré et ses cendres enterrées aux côtés de celles de son épouse, Margaret, au cimetière de Bergfriedhof à Heidelberg. Mais sa mort ne mit pas fin au débat sur son héritage. Les lettres et documents qui émergèrent après son décès clarifièrent que Speer n'avait pas été le nazi repenti qu'il avait tenté de vendre au monde, encore moins un simple technocrate ou quelqu'un éloigné du monde de la politique. Il savait plus, bien plus qu'il n'avait avoué. Et oui, il participa à plus d'un crime de guerre. La loyauté qui l'a conduit au suicide, Krebs et son passage par le Führerbunker. Hans Krebs, un homme dont la loyauté envers le régime national-socialiste était inébranlable, a passé ses derniers jours enfermé dans l'atmosphère sombre et oppressante du Führerbunker. C'était un lieu enfoui dans les profondeurs de Berlin, où le bruit des bombardements se faufilait à travers les épais murs, où le désespoir résonnait constamment. Hitler, Eva Braun, Joseph Goebbels et sa famille, tous savaient qu'ils ne sortiraient pas vivants de cet endroit. Mais Krebs, dans son rôle de général, s'accrochait à l'idée qu'il restait encore un espoir, une stratégie qui pourrait changer un destin déjà scellé. Au début du mois de mai 1945, Krebs était épuisé, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Il avait servi fidèlement le Troisième Reich depuis les années 30, gravissant les échelons militaires pour devenir l'un des hommes de confiance d'Hitler. Vers la fin du mois d'avril 1945, Krebs reçut l'ordre d'assister à un tribunal militaire qui devait juger Hermann Fegelein, le beau-frère d'Eva Braun. Ce dernier avait été capturé alors qu'il tentait de s'échapper du bunker, et dans son désespoir, il était complètement ivre. Le procès fut rapide. Fegelein fut condamné à mort et exécuté à l'extérieur du bunker. Krebs n'hésita pas à donner l'ordre, bien que quelque chose commençait à se briser en lui. Le lendemain, Adolf Hitler décida de formaliser sa relation avec Eva Braun en se mariant avec elle. Lors d'une cérémonie simple et précipitée, Hitler scella son destin personnel et politique. Krebs fut l'un des témoins qui signa l'acte de mariage ainsi que le dernier testament d'Hitler, dans lequel le dictateur déléguait ses fonctions et faisait ses adieux à ce monde. Cette nuit-là, Krebs savait que la fin était proche, mais il s'accrochait au rapport militaire qu'il recevait, essayant de se convaincre qu'il y avait encore une infime chance de renverser l'inévitable. Le 1er mai, Goebbels, après avoir empoisonné ses 6 enfants et avec sa femme Magda, prit la même décision qu'Hitler et Braun avaient prise la veille. Il mit fin à ses jours. Avec sa mort, Krebs se retrouva pratiquement seul. Les hautes sphères du pouvoir nazi étaient tombées les unes après les autres, et bien qu'il soit toujours debout, il se sentait de plus en plus désorienté. C'est à ce moment-là que Krebs, sous drapeau blanc, s'approcha des forces soviétiques pour négocier une reddition. La mission était condamnée à l'échec dès le départ, car les soviétiques n'accepteraient rien d'autre qu'une reddition inconditionnelle. Ainsi, ce fidèle général, humilié et sans option, retourna au bunker, conscient que sa vie était également arrivée à sa fin. Il fut vu pour la dernière fois aux premières heures du lendemain. Il portait son uniforme impeccable. Il fit ses adieux à quelques-uns de ceux qui restaient dans le bunker, mais contrairement à d'autres, il ne tenta pas de fuir. Il se retira dans une petite pièce du bunker, aux côtés du général Wilhelm Burgdorf. Les 2 hommes, qui avaient servi le régime avec une loyauté presque aveugle, prirent la décision de mettre fin à leur vie. Après leurs adieux et leur retraite dans cette chambre, on entendit 2 coups de feu. Lorsque les soldats soviétiques pénétrèrent finalement dans le complexe, ils trouvèrent les corps de Krebs et de Burgdorf, chacun avec une balle dans la tête. Cependant, l'histoire de Krebs ne s'est pas arrêtée avec sa mort. Dans le chaos qui suivit la chute de Berlin, son corps, ainsi que ceux d'autres hauts responsables nazis, fut enterré et exhumé plusieurs fois par les forces soviétiques. Durant l'été 1945,
à peine quelques mois après sa mort, son cadavre fut exhumé pour la première fois, transféré vers un lieu secret, puis réinhumé. Les Soviétiques, obsédés par l'idée de s'assurer que les corps d'Hitler, de Goebbels et d'autres dirigeants nazis ne deviennent pas des symboles de culte, prirent des mesures extrêmes pour cacher les restes de ces hommes. Les restes de Krebs, ainsi que ceux de la famille Goebbels, furent déplacés à plusieurs reprises, à chaque fois vers un endroit plus secret et inaccessible. Finalement, en 1970, les corps furent exhumés une dernière fois. Cette fois, les Soviétiques ne prirent aucun risque pour que quelqu'un découvre les restes. Les corps furent incinérés et les cendres dispersées dans la rivière Elbe. Par cet ultime acte, les Soviétiques tentèrent d'effacer toute trace de l'existence de Hans Krebs et d'autres dirigeants nazis. Le funeste destin des accusés de Nuremberg, mort lente dans l'ombre du Reich. La guerre était terminée, mais le souvenir glacial des morts et de la dévastation continuait de planer sur l'Europe et une grande partie du monde. Dans la ville en ruine de Nuremberg, le 20 novembre 1945, les dirigeants survivants du régime nazi attendaient à leur procès. Cette ville, qui autrefois symbolisait la puissance et la grandeur germanique, devint témoin de l'effondrement de la fierté du Troisième Reich sous le poids de la justice. Dans le palais de justice, un bâtiment ayant survécu au bombardement, se préparait la première session du tribunal militaire international. Un tribunal composé de juges des puissances alliées, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France. 24 hommes étaient accusés des crimes les plus abominables, bien que seulement 21 aient comparu. Les accusations étaient divisées en 4 catégories: crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et complot pour les commettre. Le premier à tomber fut Hermann Göring, dont la fin a déjà été racontée. Cependant, 10 de ses compagnons d'infortune n'eurent pas la même chance. Ils furent condamnés à mort et pendus le 16 octobre 1946. La scène des exécutions, effectuée dans un gymnase improvisé en salle d'exécution, fut un spectacle grotesque qui marqua les témoins présents. Les bourreaux, des hommes de l'armée américaine, n'accomplirent pas leur tâche de manière nette. Certains des condamnés mirent jusqu'à 28 minutes pour mourir, le nœud ne leur enlevant pas la vie immédiatement, mais les faisant agoniser lentement. D'autres, en tombant par la trappe, se cognèrent la tête à cause de la mauvaise construction de l'échafaud. Parmi les exécutés figuraient des personnalités importantes du régime nazi comme Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, et Wilhelm Keitel, chef du haut commandement de la Wehrmacht. Avec eux, Hans Frank, le gouverneur de la Pologne occupée, et Alfred Rosenberg, idéologue du nazisme, trouvèrent également leur fin à la potence. Julius Streicher, l'un des propagandistes les plus connus du régime, responsable du journal antisémite Der Stürmer, fut également pendu. Après les exécutions, les 11 cercueils contenant les corps des morts furent transportés par camion de l'armée américaine jusqu'au crématorium d'Ostfriedhof, à Munich. Là-bas se trouvait un cercueil de plus qui était vide. Ce qui semblait être une erreur de calcul était en réalité un métamessage. La mort a toujours une place réservée pour quelqu'un d'autre. Ils furent incinérés sous la supervision de soldats armés. Les crémateurs, trompés, pensaient incinérer les corps de soldats américains tombés. La vérité était dissimulée par la nécessité d'effacer toute trace de ces hommes. Les urnes contenant les cendres furent transportées le lendemain au ruisseau Wensbach, un petit affluent de l'Isar. Les soldats vidèrent les cendres dans l'eau, comme si le cours de la rivière pouvait emporter avec lui les souvenirs de ceux qui avaient tenté de bâtir un empire au prix de la souffrance de millions de personnes. Ensuite, les urnes vides furent brisées à coups de hache, les fragments dispersés pour s'assurer qu'il ne reste rien de ces hommes. Cependant, l'élimination de leur corps ne fut pas le seul acte délibéré. Les objets personnels des exécutés, ceux qui avaient survécu à la destruction, furent méticuleusement catalogués. Médailles, symboles d'un honneur déformé, furent arrachés de leurs uniformes. Le bâton de maréchal de Keitel fut détruit avec ses décorations, bien que curieusement 2 insignes dorés du parti nazi furent conservés, dépourvus de leur croix gammée. Ces pièces furent plus tard vendues, comme un rappel ironique que même dans la mort, ces hommes continuaient d'avoir une utilité, au moins financièrement. Le cas d'Hermann Göring fut très particulier. Son vaste répertoire de décorations s'avéra presque indestructible.
Les Américains détruisirent certaines de ces médailles les plus précieuses, comme la Croix de fer de la Première Guerre mondiale et la Grande Croix de la Croix de fer. Cependant, de nombreuses copies de ces précieuses insignes avaient été sauvées, volées de ses trains personnels et survivent encore dans certaines collections privées. Ainsi, la mort de Göring ne signifiait pas la fin de son héritage matériel. Parmi les condamnés, un se démarqua pour ne pas avoir attendu son sort à la potence. Il s'agissait de Robert Ley, chef du Front du travail allemand. Il s'était suicidé dans sa cellule en 1945, un an avant les exécutions. Cependant, son histoire ne s'arrêta pas là. Douglas Kelly, le psychologue chargé d'évaluer les accusés, décida que l'esprit de Ley méritait d'être étudié. Après sa mort, une portion de son cerveau fut extraite et dissimulée, gardée pour une étude future. Des décennies plus tard, en l'an 2013, cet échantillon fut redécouvert parmi les archives personnelles de Kelly. Au fil des années, les journaux, lettres et papiers personnels des exécutés disparurent mystérieusement. Certains vendus au marché noir, d'autres peut-être détruits à jamais. Les uniformes nazis furent brûlés, réduits en cendres comme les corps de ceux qui les avaient portés avec fierté. Mais d'autres objets moins significatifs, comme des vêtements et des articles personnels, furent rendus aux familles des exécutés. Un héritage silencieux et sombre que peu auraient désiré. Un corps abandonné dans la lande de Lunebourg, le mystère d'Heinrich Himmler. En mai 1945, la guerre était déjà terminée pour beaucoup. Mais alors que d'autres dirigeants nazis faisaient face à des procès et des exécutions, Himmler cherchait depuis plusieurs semaines à échapper à la justice. Il se déplaçait discrètement dans des endroits insoupçonnés d'Europe, déguisé, caché sous une fausse identité. Mais le poids de ses actions le poursuivait comme un chewing-gum collant dont il ne pourrait jamais se débarrasser. Et là, alors qu'il tentait d'échapper aux Alliés, lui, l'un des hommes les plus redoutés, était sur le point d'être capturé de la manière la plus ironique, sous un déguisement ridicule. Il avait pris le faux nom de Heinrich Hitzinger. Avec un cache-œil, sa célèbre moustache rasée et des papiers falsifiés à la main, il se croyait caméléon, bien que son apparence reste encore reconnaissable. Finalement, le 22 mai, près de la frontière avec le Danemark, il fut arrêté par une patrouille britannique. La nouvelle de sa capture se répandit comme une traînée de poudre parmi les rangs alliés. Il fut rapidement transféré dans une maison à Lunebourg, où il serait interrogé, mais les secrets qu'il portait avec lui ne seraient jamais révélés. Lors d'une fouille, les soldats trouvèrent 2 petites capsules en laiton en sa possession. L'une des capsules était vide. L'autre, cependant, contenait un destin encore plus sombre, une capsule de cyanure. Alors qu'il était préparé pour un interrogatoire plus approfondi, l'homme qui avait envoyé tant de personnes à la mort décida qu'il ne serait pas soumis au jugement de l'histoire. Le lendemain seulement, il mordit sur la capsule de cyanure qu'il avait méticuleusement cachée. La mort arriva rapidement, ironiquement par les mains du poison, que tant d'autres dirigeants nazis utiliseraient pour éviter le sort de Nuremberg. Bientôt, l'ancien chef puissant des SS gisait mort, étendu sur le sol d'une maison étrangère, loin des camps qu'il avait lui-même gouvernés d'une main de fer. Les médecins britanniques tentèrent, en vain, de le ranimer. Mais Himmler avait réussi sa dernière fuite, et bien que sa mort fût rapide, l'histoire ne fut pas aussi clémente avec son corps. Les Britanniques effectuèrent une autopsie qui révéla son état physique. C'était un homme bien nourri, avec peu de cheveux gris, et un visage qui, malgré tout, semblait ordinaire. Cependant, ce qui suivit fut enveloppé d'un voile de mystère. Himmler fut enterré clandestinement dans une tombe sans nom, quelque part dans la lande de Lunebourg, une vaste forêt de Basse-Saxe. Certains suggèrent que la décision d'enterrer Himmler secrètement visait à éviter que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage pour les sympathisants nazis. D'autres pensent que c'était pour effacer sa mémoire, comme si cacher son corps pouvait effacer son héritage de gloire au détriment de la souffrance des autres. Les archives britanniques, scellées sous clé, contiennent la réponse quant à l'emplacement de ces restes, mais ces documents ne seront pas accessibles au public avant plusieurs décennies. D'ici là, son emplacement restera l'objet de spéculations. Le lieu de repos final de Himmler pourrait se trouver n'importe où dans cette forêt, qui, avec le temps, a été revendiquée par la nature. Les arbres, les feuilles et les racines ont recouvert ce qui fut autrefois une tombe secrète, cachant sous terre le corps de l'un des hommes les plus haïs de l'histoire.
Ceux qui ont marché dans la lande de Lunebourg depuis lors ont peut-être marché au-dessus de sa tombe sans le savoir, foulant la terre qui cache ses restes. Selon une théorie plus macabre, les Britanniques auraient pu exhumer Himmler pour effectuer davantage d'études post-mortem, s'assurant que le corps qu'ils avaient enterré était bien le sien et non celui d'un sosie. Après tout, dans les années qui suivirent la guerre, d'innombrables rumeurs circulèrent sur des figures nazies qui auraient réussi à s'échapper et à éviter la capture. L'idée qu'Himmler ait pu simuler sa mort ne semblait pas si farfelue pour certains. Mais même cette théorie a sa contrepartie plus sinistre. Certains suggèrent qu'après avoir exhumé son corps, les Britanniques décidèrent d'incinérer les restes d'Himmler dans un crématorium voisin, possiblement dans l'un des camps de concentration qu'il supervisait lui-même. Cependant, il n'y a aucune preuve concluante pour étayer cette théorie, et les doutes sur son destin final subsistent. Le prisonnier éternel, la tombe de Rudolf Hess comme centre de pèlerinage néo-nazi. Rudolf Hess marchait lentement dans les couloirs de Spandau, traînant son corps vieillissant. La prison, silencieuse et froide, était devenue son seul refuge depuis les années 40. Dans cet endroit où le temps semblait s'être arrêté, Hess affrontait jour après jour les fantômes de son passé, les souvenirs d'une Allemagne qui n'existait plus et la réalité inévitable de son isolement. Il tenta plusieurs fois de mettre fin à ses jours, comme ce matin de 41, lorsqu'il, désespéré, se jeta par-dessus la rambarde de la prison, espérant que le coup mettrait fin à sa souffrance. Cependant, il ne réussit qu'à se fracturer la jambe, une blessure qui l'immobilisa encore davantage. Apparemment, il refusa également de s'alimenter pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que les gardiens, craignant que sa mort ne devienne un scandale, le forcent à se nourrir. À mesure que les années passaient, les autres prisonniers de Spandau furent libérés un par un, le laissant seul habitant de cet endroit sombre. En 1966, lorsque le dernier de ses anciens compagnons fut libéré, Hess resta seul, accompagné uniquement par les échos de ses propres pensées. On l'appelait le prisonnier numéro 7, bien qu'il fût le seul. La prison restait ouverte uniquement pour lui. En 1987, Hess n'était plus qu'une ombre de ce qu'il avait été. Il avait 93 ans et son corps fragile peinait à se soutenir. Il avait passé plus de 40 ans enfermé. Le matin du 17 août de cette année-là, les gardiens le retrouvèrent dans le pavillon d'été du jardin. Il s'était pendu avec un câble électrique, laissant derrière lui une simple note dans laquelle il exprimait sa gratitude à sa famille, sans fournir d'explications sur ses actes. Sa mort, tout comme sa vie, était enveloppée de mystère, et certains suggérèrent rapidement qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un suicide, mais que quelqu'un l'avait fait taire pour éviter qu'il ne révèle des secrets qu'il gardait encore de l'époque nazie. Le corps de Hess fut soumis à une série de procédures post-mortem. Initialement, il fut enterré dans un lieu non divulgué. Finalement, ses restes furent transférés dans la tombe familiale en Bavière, où il fut inscrit « Ich wagte es » « J'ai osé ». Mais sa mort ne mit pas fin aux controverses. Les rumeurs sur son prétendu assassinat commencèrent à circuler presque immédiatement, alimentées par son propre fils, qui affirmait que son père avait été réduit au silence à cause des secrets qu'il conservait encore. D'autres, plus audacieux, commencèrent à proposer des théories encore plus farfelues. L'homme qui mourut à Spandau n'était pas vraiment Hess, mais un sosie utilisé pour dissimuler sa véritable mort en 1941. Ces théories, bien qu'elles n'aient aucun fondement réel, ne firent qu'ajouter une couche supplémentaire de mystère à la figure déjà énigmatique de Rudolf Hess. Des années plus tard, en 2011, les autorités décidèrent d'exhumer les restes de Hess. Sa tombe à Wunsiedel était devenue un lieu de rassemblement pour des groupes néo-nazis qui le vénéraient, comme un martyr. Dans une tentative d'empêcher que sa figure continue d'être exploitée par l'extrême droite, ses restes furent incinérés et ses cendres dispersées en mer. Attentat dans un cabriolet. Heydrich et sa fin dans les rues de Prague. Reinhard Heydrich, alité dans son lit d'hôpital à Prague, sentait la vie s'échapper lentement de son corps. Alors que la douleur traversait son corps à chaque pulsation, ses pensées revenaient sans cesse au moment fatidique où tout avait changé. C'était le 27 mai 1942. Heydrich circulait dans Prague à bord de sa Mercedes décapotable. Il avait ordonné à son chauffeur de ralentir en traversant les rues de la ville.
Dans son esprit, l'idée que quelque chose puisse mal tourner dans un territoire qu'il contrôlait lui-même d'une main de fer était ridicule. Il avait transformé la Bohême et la Moravie en un modèle de répression efficace, mêlant mesures brutales et politiques sociales pour maintenir la population en place. Personne n'osait le défier, ou du moins le pensait-il. Puis, l'attaque survint. Soudain, un homme apparut sur la route devant sa voiture. Heydrich le regarda avec mépris, alors que son agresseur tentait de lui tirer dessus avec une mitraillette qui, heureusement pour lui, s'enraya. Un geste de dédain traversa son visage tandis qu'il ordonnait au conducteur d'arrêter le véhicule. L'assaillant n'était qu'un élément insignifiant de plus de la résistance qu'il avait écrasée à maintes reprises. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une explosion secoua la voiture. Le deuxième assaillant, Jan Kubis, avait lancé une grenade qui explosa près du véhicule, projetant des éclats vers son corps. La douleur fut immédiate et aiguë, mais Heydrich n'était pas un homme à se rendre facilement. Avec une détermination féroce, il tenta de sortir du véhicule et de pourchasser ses assaillants. Mais son corps, meurtri et blessé, ne réagissait plus comme avant. Il ressentit une sensation étrange, quelque chose qu'il ne reconnut pas à ce moment-là, la vulnérabilité. Il s'effondra dans la rue, entouré par le chaos et le son lointain des pas de ses agresseurs qui fuyaient. Heydrich, le boucher de Prague, l'un des hommes les plus redoutés d'Europe, avait été mortellement blessé. Dans les heures qui suivirent, Heydrich fut transporté à l'hôpital de Bulovka, où les médecins travaillèrent frénétiquement pour sauver sa vie. Au début, il semblait qu'il se remettrait. Il avait survécu à l'explosion initiale et sa volonté était aussi inflexible que d'habitude. Mais ce que les balles et les grenades n'avaient pas réussi à faire, une infection le fit. Les éclats qui s'étaient logés dans son corps provoquèrent une infection sévère qui se propagea rapidement. Heydrich, un homme connu pour son efficacité méthodique dans la mort, affrontait désormais une mort lente et douloureuse. Le 4 juin 1942, son corps céda finalement à ses blessures. Il mourut à 4h30 du matin, entouré de médecins qui ne purent plus rien faire pour lui. Avec sa mort, la colère du régime nazi éclata. Adolf Hitler, qui avait considéré Heydrich comme l'un de ses hommes les plus compétents et les plus efficaces, était enragé. En privé, il blâma Heydrich pour sa propre mort, le tenant responsable de son imprudence et de ne pas avoir pris plus de précautions. Mais en public, Hitler l'éleva au rang de martyr. Il ordonna une série de représailles brutales contre le peuple tchèque afin de rappeler à tous ce qui arriverait à ceux qui oseraient défier le Troisième Reich. Le petit village de Lidis fut choisi comme cible de cette vengeance. Le 9 juin, quelques jours seulement après la mort de Heydrich, les troupes nazies encerclèrent le village. Chacun des hommes fut impitoyablement fusillé, tandis que les femmes et les enfants furent envoyés dans des camps de concentration. Le village, qui avait autrefois été le foyer de centaines de personnes, fut rayé de la carte. Les bâtiments furent démolis, les animaux abattus et les champs incendiés. En quelques mots, Lidis cessa d'exister. Pendant ce temps, à Berlin, les préparatifs pour les funérailles de Heydrich avançaient rapidement. Le 7 juin, une cérémonie eut lieu à Prague, où des milliers de soldats SS se rangèrent le long des rues, portant des torches illuminant le trajet du cercueil. La cérémonie fut un spectacle soigneusement orchestré, conçu non seulement pour honorer Heydrich, mais aussi pour renforcer le message que le Troisième Reich était invincible, même face à la mort de l'un de ses dirigeants les plus en vue. 2 jours plus tard, le corps de Heydrich fut transporté à Berlin, où une seconde cérémonie funéraire eut lieu à la chancellerie du Reich. Les figures les plus puissantes du régime nazi étaient présentes. Himmler, le chef de la SS, prononça un discours émouvant, louant la loyauté et l'efficacité d'Heydrich. Mais ce fut Adolf Hitler qui prit en charge le moment le plus symbolique de la cérémonie. Avec un geste solennel, il déposa plusieurs décorations sur le cercueil d'Heydrich, y compris l'ordre du sang et la croix du mérite de guerre. Le corps d'Heydrich fut enterré dans le cimetière militaire d'Invalidenfriedhof à Berlin, dans une tombe qui reste aujourd'hui cachée. Après la chute de Berlin en 1945, les Alliés s'assurèrent que sa tombe ne devienne pas un lieu de pèlerinage pour les sympathisants nazis. L'endroit exact de sa dernière demeure s'est perdu dans le temps, et ce qui reste de sa mémoire physique a été délibérément effacé. Chasseur d'ombre, le mystérieux destin du chef de la Gestapo.
Le chef de la Gestapo vécut ses derniers jours sous le poids d'un empire qui s'effondrait comme un château de cartes. Le grondement des canons soviétiques annonçait la fin. Heinrich Müller, impassible et résigné, déambulait parmi les décombres du Reichstag et les couloirs sombres de la chancellerie. Il n'était pas un homme prêt à se rendre. Le 1er mai, il fut vu pour la dernière fois avec sa veste blanche impeccable, alors que d'autres hauts dirigeants nazis fuyaient désespérément à la recherche d'un refuge ou de la salvation dans une capsule de cyanure. Müller, avec une sérénité presque théâtrale, déclara qu'il n'avait aucune intention de tomber entre les mains des Russes. « Nous connaissons trop bien les méthodes russes. Je n'ai aucune intention d'être capturé. » C'était une affirmation qui n'avait pas besoin de plus d'explications. Il était préférable de passer dans la clandestinité plutôt que de faire face à la justice soviétique. Ce même après-midi, alors que le chaos envahissait les rues de Berlin, on lui offrit la possibilité de fuir. Hans Bohr, le pilote personnel d'Hitler, insista pour que Müller se joigne aux quelques-uns qui tentaient encore de s'échapper. Mais apparemment, la réponse de Müller fut aussi ferme que déconcertante. « Le régime est tombé, et avec lui, je tombe aussi. » Il n'y eut ni supplication ni hésitation. Il était déterminé à rester dans la ville qui allait bientôt être dévorée par les flammes et la destruction. À partir de ce moment, son destin se perdit dans un mystère inquiétant. Pendant des décennies, des rapports confus, des théories conspirationnistes et des rumeurs sur son sort circulèrent dans l'air, comme la poussière qui couvrait Berlin après la chute. Certains affirmaient qu'il avait réussi à fuir. D'autres, plus imaginatifs, assuraient que Müller avait trouvé refuge en Amérique du Sud, caché parmi les fantômes de tant de nazis qui avaient trouvé un abri de l'autre côté de l'Atlantique. Cependant, les années ont peu à peu relégué ces histoires à de simples mirages. Aucune preuve tangible ne confirmait son évasion. On disait même qu'Adolf Eichmann croyait que Müller était toujours en vie, bien que lui-même ait fini par être capturé en Argentine. La possibilité que l'ancien chef de la Gestapo ait réussi à échapper à la justice pendant tant d'années restait à la fois fascinante et effrayante. Le mystère sembla interminable jusqu'à ce qu'en 2013, l'enquêteur allemand Johannes Tuchel apporte un nouvel éclairage sur l'affaire. Grâce à des documents historiques, Tuchel reconstitua un récit plus plausible des derniers jours de Müller. Selon ses découvertes, le redouté Heinrich Müller n'avait ni réussi à fuir ni trouvé refuge dans des terres lointaines. À la place, il serait mort près du quartier général de la Luftwaffe dans les derniers jours de la guerre. Son corps, enterré anonymement dans une fosse commune, se serait perdu parmi des milliers d'autres ayant partagé le même sort dans le chaos d'un Berlin en ruine. Le plus ironique dans le destin de Müller est que, selon ses documents, il aurait été enterré dans un cimetière juif. Oui, l'homme dont les ordres avaient contribué à la mort de millions de juifs aurait trouvé son dernier repos parmi les mêmes victimes qu'il avait impitoyablement poursuivies. Ce cimetière, celui de Groß-Hamburger-Straße à Berlin, avait été profané par les nazis pendant la guerre, transformé en lieu d'enterrement improvisé pour les victimes des bombardements et autres morts de ces jours sombres. Ainsi, sa tombe ne porte pas de nom, juste un numéro de plus parmi les environ 2400 corps qui y furent enterrés. Lorsque la nouvelle de cette découverte fut révélée, l'indignation ne tarda pas à se faire entendre. Les dirigeants juifs d'Allemagne exprimèrent rapidement leur répulsion. Dieter Grohmann, président du Conseil central des Juifs d'Allemagne, qualifia l'enterrement de Müller dans un cimetière juif d'offense à la mémoire des victimes. Les documents confirmant son enterrement sont désormais l'une des rares preuves concrètes de sa fin, une pièce de l'histoire qui avait été effacée, mais qui fut finalement découverte grâce aux mains diligentes des enquêteurs. Morte en 2 temps, Röhm au début et Dönitz à la fin du Troisième Reich. Pour Röhm, les graines de la méfiance commencèrent à germer au milieu de 1934, alors qu'il rêvait de fusionner son armée de chemises brunes avec l'armée régulière allemande. Le Troisième Reich n'en était qu'à ses débuts, et cette ambition l'éloignait dangereusement du Führer et du cercle de pouvoir qui se formait autour de lui. Et bien qu'Hitler lui dût beaucoup, la loyauté était une ressource que le dictateur épuisait rapidement lorsqu'elle devenait gênante. Le 30 juin 1934, Röhm fut surpris par les SS à Bad Wiessee, un coin tranquille où lui et d'autres dirigeants des SA pensaient être en sécurité. Il fut transféré dans le silence sombre de la prison de Stadelheim à Munich.
Pendant ces heures, alors que la tension montait, il est dit qu'Hitler hésita. Ce n'est que le lendemain que les doutes d'Hitler s'évanouirent, comme la brume disparaissant à l'aube. Röhm fut visité dans sa cellule par Theodor Eicke et Michael Lippert, officiers SS qui n'avaient pas de temps pour les sentiments. Froid, ils lui offrirent un pistolet avec une seule balle, une sortie que beaucoup auraient choisie à sa place. Cependant, Röhm refusa l'offre, relevant le menton et prononçant les mots suivants. « Si je dois mourir, qu'Adolphe le fasse lui-même. » Lorsque Eicke et Lippert revinrent, le temps qu'ils avaient donné à Röhm pour décider de son destin était écoulé. Ils le trouvèrent debout, droit, défiant la mort comme il avait défié ses ennemis pendant des années. Il n'y avait pas de pitié dans leurs yeux, ni d'hésitation dans ceux des bourreaux. Les coups de feu résonnèrent contre les murs froids de la prison. L'exécution de Röhm ne fut qu'une des nombreuses morts qui marquèrent cette nuit fatidique, la nuit des longs couteaux. Mais le destin de Röhm ne s'acheva pas avec les balles. Son corps fut enterré dans une tombe familiale au Westfriedhof de Munich, un enterrement discret, loin des fastes réservés à d'autres dirigeants nazis. Là, dans cette terre qu'il avait autrefois foulée avec l'assurance d'un homme indomptable, il repose désormais sans honneur, accompagné d'autres membres des SA, également victimes de cette purge. Le régime nazi ne tarda pas à effacer son nom des livres d'histoire, le marquant comme traître, un Judas qui avait osé défier le leader du Troisième Reich. Sa mort fut brutale, mais la destruction de son héritage le fut encore plus. Ceux qui l'avaient autrefois loué le condamnèrent désormais pour sa prétendue déloyauté et son homosexualité. Un secret de polichinelle au sein du parti fut utilisé comme arme pour ternir encore plus son image. Dans les années qui suivirent, alors que l'Allemagne nazie poursuivait sa route destructrice vers la guerre et le génocide, Röhm devint un symbole de ce qui arrivait à ceux qui osaient défier Hitler. Le temps passa et le nom d'Ernst Röhm, autrefois redouté, s'effaça dans l'oubli. Même après la guerre, lorsque certains tentèrent de réécrire son histoire, ce fut en vain. Röhm était déjà un paria. On le voyait comme un homme qui avait volé trop près du soleil, suffisamment pour se brûler. Aujourd'hui, sa tombe au Westfriedhof est visitée par peu de gens. Il repose là, aux côtés d'autres dirigeants des SA, dont les noms ont également été oubliés, victimes d'une purge qui scella le destin de l'Allemagne et du monde. Passons maintenant à une autre histoire, à l'autre extrémité temporelle, à la fin de la guerre. Dans son testament final, Hitler nomma Dönitz comme son successeur, un titre qui semblait plus être un fardeau qu'un honneur. Dönitz, grand amiral de la Kriegsmarine, passa de chef naval à la tête d'un empire en ruine. En fait, lui et son gouvernement furent arrêtés par les forces alliées à Flensburg, mettant fin à sa maigre tentative de maintenir une quelconque autorité. Lors des procès, bien qu'il ait évité les charges les plus sévères, Dönitz fut condamné à 10 ans de prison pour crimes de guerre, principalement liés à la guerre sous-marine et à sa participation aux hautes sphères du Troisième Reich. Après avoir purgé sa peine dans la prison de Spandau, il fut libéré en 1956. Finalement, le jour de la veille de Noël 1980, Karl Dönitz mourut à 89 ans, victime d'une crise cardiaque. Il n'y eut ni grande funérailles, ni honneur militaire, malgré le fait qu'il ait été président de l'Allemagne pendant une brève période. Il fut enterré au Waldfriedhof au Mühl, un cimetière en périphérie de Hambourg. Sa tombe, discrète et sans ostentation, reflète la chute d'un homme qui avait autrefois dirigé un empire en train de s'effondrer. L'histoire n'a pas été aussi indulgente qu'il l'espérait, bien que Dönitz ait tenté de redorer son image et de se distancer des atrocités du nazisme. Le jugement de l'histoire a été impitoyable. Oui, sa tombe peut être visitée, mais son héritage demeure celui d'un homme qui a dirigé une machine de guerre, ayant conduit le monde au bord de l'abîme, tandis qu'il affirmait que sa conscience était propre. Les exilés révélaient la fin d'Adolf Eichmann et de l'Ange de la Mort. Le procès d'Eichmann à Jérusalem commença le 11 avril 1961 et s'étendit sur 8 longs mois après avoir été découvert par le Mossad israélien en Argentine. Il fut déclaré coupable le 15 décembre de la même année et condamné à mort par pendaison, une sentence que beaucoup espéraient servirait d'avertissement pour de futurs crimes contre l'humanité. Le moment de son exécution arriva le 1er juin 1962,
et elle se déroula dans un secret absolu. Cette décision fut prise pour prévenir toute tentative de sabotage de la part de ses sympathisants. L'image d'Eichmann, vêtu sobrement avec un visage reflétant un calme troublant, contrastait avec la brutalité des crimes dont il avait été accusé. Avant sa mort, il demanda une coupe de vin et refusa de recevoir l'assistance spirituelle d'un prêtre. Ses dernières paroles furent les suivantes: « Longue vie à l'Allemagne, longue vie en Autriche, longue vie à l'Argentine. Ce sont les pays avec lesquels je m'identifie le plus et je ne les oublierai jamais. J'ai dû obéir aux règles de la guerre et à celles de mon drapeau. Je suis prêt. » Après son exécution, le corps d'Eichmann fut rapidement incinéré. Ses cendres furent dispersées dans la Méditerranée, au-delà des eaux territoriales israéliennes. Cet acte, à la fois symbolique et pratique, visait à s'assurer que ses restes ne seraient honorés nulle part. Cependant, le sort d'Eichmann et la manière dont sa vie fut traitée après sa mort ne furent pas exemptes de controverses. Bien que le récit officiel de sa crémation et de la dispersion de ses cendres soit bien documenté, diverses théories du complot et récits alternatifs ont vu le jour au fil des ans. Certaines suggèrent qu'Eichmann n'a pas réellement été exécuté, mais qu'il aurait réussi à s'échapper en Amérique du Sud, alimentant l'imagination de ceux qui voulaient croire qu'il avait continué à vivre, bien que ces affirmations manquent de preuves concrètes. D'autres histoires prétendent que ses cendres n'ont pas été dispersées en mer, mais auraient été enterrées secrètement quelque part, comme si les détracteurs de son héritage avaient voulu lui offrir une fin plus digne que celle officiellement déclarée. Ces récits, aussi fantastiques soient-ils, sont souvent nourris par le désir de trouver une résolution plutôt que par la réalité elle-même. D'un autre côté, Joseph Mengele vécut en exil, d'abord secrètement en Bavière, puis en Argentine, au Paraguay, et enfin au Brésil. Ce fut en 1979, sur une petite plage au Brésil, qu'il se confronta enfin à son destin. Alors qu'il nageait dans ces eaux chaudes, il ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Dans un ultime effort, il s'enfonça dans les vagues, et à cet instant, il laissa derrière lui les cris de ceux qui l'avaient condamné. Quelques jours plus tard, ses restes furent enterrés sous l'alias de Wolfgang Gerhard. Sa sépulture fut silencieuse, éloignée de l'attention publique, tout comme il l'avait souhaité durant tant d'années. Cependant, son histoire ne s'arrêta pas là. En 1985, une découverte inattendue secoua le sol du Brésil. Une lettre de sa famille, interceptée par les autorités, mena à l'exhumation de ses restes. Lorsque les médecins légistes se mirent au travail, l'horreur de son passé se manifesta sous forme de squelette. Les méthodes utilisées pour identifier ses restes furent variées, photographies, dossiers dentaires et analyses ADN confirmèrent finalement que, malgré sa fuite et sa tentative de se réinventer, l'ange de la mort avait été retrouvé. Aujourd'hui, les ossements de Mengele reposent à l'Institut de médecine légale de l'Université de Sao Paulo. Là, ils sont devenus des outils d'enseignement pour les cours de médecine légale, rappelant à la fois l'horreur de ses expériences et la lutte incessante pour la justice. À chaque étudiant qui observe les restes, l'histoire de Mengele est racontée une fois de plus, un rappel glaçant de ce que signifie être humain et du prix à payer pour oublier. Un héros déchu en disgrâce, le poison qui a éteint la vie d'Erwin Rommel. Erwin Rommel était assis à son bureau, le regard perdu par la fenêtre, se remémorant les jours de gloire, de bataille et d'honneur militaire qu'il avait autrefois définis. C'était en octobre 1944 et il sentait que le poids du monde, qu'il avait autrefois affronté avec détermination dans les déserts d'Afrique du Nord, l'écrasait désormais. Dehors, les arbres étaient baignés par le froid soleil d'automne. Sans aucun doute, ce n'était pas facile. La décision qui l'attendait ne concernait pas la manière de diriger une armée ou planifier son prochain mouvement stratégique, mais s'il devait vivre et entraîner sa famille dans la ruine ou mourir pour les protéger. La guerre avait transformé Rommel d'un jeune ambitieux en une figure légendaire sur le front militaire allemand. Ses débuts lui semblaient lointains, presque comme une autre vie. Il n'était pas un fervent partisan de l'idéologie nazie, mais il voyait dans l'armée un moyen de servir son pays. Il n'avait jamais été un homme politique au sens strict du terme. Il n'était qu'un soldat au service de sa patrie. En ce moment critique, il se souvenait avec nostalgie de l'adrénaline de ses jours sous le soleil implacable du Sahara,
affrontant les Britanniques avec une dextérité presque surnaturelle. Mais ses jours de triomphe étaient révolus. Quelle avait été son erreur? Tout simplement, il s'était rendu compte que le destin de la guerre était scellé et que poursuivre le combat ne conduirait qu'à la destruction totale du pays qu'il aimait. Rommel avait été un soldat loyal, mais il n'était pas fanatique. Et bien qu'il ait pris soin de ne pas s'impliquer directement, il était au courant des manœuvres pour renverser Hitler. Le bruit de pas interrompit ses pensées. 2 généraux, Wilhelm Burgdorf et Ernst Meisel, l'attendèrent dehors. Rommel savait ce qu'ils apportaient avec eux, bien qu'ils ne l'aient pas dit explicitement. C'était un ultimatum. Il l'impliquait dans le complot du 20 juillet, la tentative échouée d'assassiner Hitler. Bien qu'il n'ait pas été directement impliqué, ses critiques à l'égard du Führer, sa désillusion croissante avec le régime et sa popularité en faisaient une cible commode. Hitler ne pouvait se permettre de perdre son image de leader infaillible. Rommel regarda le petit flacon de poison sur son bureau, une capsule de cyanure. L'option honorable, disaient les généraux. S'il la prenait, sa famille serait protégée, sa réputation de héros militaire maintenue, et il aurait droit à des funérailles d'État. Mais s'il ne le faisait pas, il serait traîné devant un tribunal, accusé de trahison et exécuté publiquement. Il savait que dans ces tribunaux, il n'y avait pas de justice, seulement des spectacles et la mort. Et ses proches seraient entraînés avec lui dans l'abîme. Il se leva lentement, ajustant son uniforme de l'Africa Korps, le même qu'il avait porté lors de tant de campagnes. Il savait que son héritage militaire serait manipulé par la suite, mais il préférait conserver au moins un semblant de dignité dans ses derniers instants. Il ouvrit la porte et les généraux l'attendaient, sérieux et silencieux, sans un mot. Ils l'escortèrent vers la voiture qui l'emporterait vers un lieu isolé en dehors de Erlingen. Le trajet fut silencieux, et il était ironique que le plus grand ennemi qu'il ait affronté ne se trouvait pas dans le désert, ni sur les champs de bataille d'Europe, mais à Berlin, au cœur même de son propre pays. En arrivant sur les lieux, il fit ses adieux aux généraux avec un salut formel, bien qu'il n'y ait rien de respectueux dans ce geste. Il s'assit sur la banquette arrière de la voiture, prit le flacon de poison, et, d'une main tremblante mais décidée, il brisa la capsule et en but le contenu. Le cyanure agit rapidement, mais non sans douleur. Il ressentit le poison brûler dans sa gorge, son cœur s'accélérer, et finalement, l'obscurité envahir sa vision. La dernière image qu'il vit fut le paysage automnal entourant le lieu de sa mort, paisible et étranger au chaos de sa vie. La nouvelle de son décès parvint rapidement à Berlin. La version officielle affirmait qu'il avait succombé à ses blessures subies quelques mois auparavant en Normandie. Hitler, tenant sa promesse, ordonna des funérailles d'État. Le régime ne pouvait se permettre que la mort de l'un de ses plus grands généraux soit perçue comme une trahison. Le 18 octobre, Rommel fut enterré avec tous les honneurs au cimetière de Erlingen. Des milliers de soldats assistèrent aux funérailles, mais peu connaissèrent la vérité. Dans les jours suivants, sa femme et son fils furent protégés, conformément à l'accord que Rommel avait accepté. Des années plus tard, la vérité sur sa mort fut révélée. On apprit qu'il avait été forcé de se suicider pour sauver sa famille. Son corps repose toujours là, dans le cimetière de Erlingen,